Bonjour et bienvenue. Je ne vous vois que trop peu via ce mode de visio, parce non, on n'a pas pu finalement se rendre à Fribourg malgré toutes les jolies photos de montagnes qu'on a derrière un certain nombre de gens, par exemple Mathieu ou Christian. Et donc je vais vous prendre le temps d'introduire l'atelier en quelques minutes, et puis on continuera cet atelier avec quelques présentations, et puis une deuxième phase après une pause qui sera participatif. Donc, je co-anime cet atelier avec Laurent Rand et Sensas de l'École du design de Nantes et Majid Sadala qui est postdoc chez nous au LabStick à Brest. Je m'appelle Jean-Marie Gilliot, je suis enseignant-chercheur à IMT Atlantique au LabStick et on va vous parler de conception participative de tableau de bord d'apprentissage pendant tout cet après-midi. Alors, pour vous parler pourquoi on a fait cet atelier, en fait, c'est un atelier qui vient un petit peu de loin. Avec Sébastien Ixal qui est présent, on a animé un atelier en 2017 qui s'appelait « Quel tableau de bord pour les acteurs de l'éducation ?» Et cet atelier, on l'avait proposé dans le cadre notamment d'une thèse, la thèse d'Inès Dabebi, qui s'appelait « Conception et génération dynamique de tableaux de bord d'apprentissage contextuel », qui s'est déroulé dans le cadre du projet ANR Hubble, que d'aucuns d'entre vous ont dû entendre parler. Alors, dans le cadre de cette thèse, il y a eu un papier qui a été publié à ICHEM 2018 autour de la conception participative des tableaux de bord d'apprentissage. Et donc ce papier, il nous a un petit peu étonnés parce qu'il nous a un peu étonnés, il nous a pas étonnés quand on l'a écrit, mais on a recueilli pas mal de retours de gens qui nous ont dit: «Ah bah, ce papier répond à des besoins, il permet» et puis donc l'outil qui était proposé au travers de ce papier a été réutilisé dans plusieurs contextes et donc on aura plusieurs présentations cet après-midi justement qui reprendront ces contextes. Et puis, notamment, il a posé la question de l'appropriation des learning analytics par les utilisateurs, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des questions d'appropriation toujours des learning analytics par les potentiels utilisateurs qui sont autour de nous. Ce projet-là continue aujourd'hui dans le cadre d'un projet soutenu par les DNE, dont Assina vous reparlera tout à l'heure, qui s'appelle le projet AT41, qui s'appelle donc Appropriation des outils numériques à la transformation des pratiques pédagogiques. Je laisserai Assina détailler ça. Et donc, entre ces différents projets, en fait, on a un constat, une volonté, je dirais, d'améliorer ce premier outil participatif, à la fois pour mieux cerner les besoins, les usages, l'usage des learning analytics. Et puis, cet outil-là, il a été fait dans un premier contexte. Et puis, on pense, au travers des différents retours, qu'il pourrait y avoir une meilleure expressivité des besoins, et donc c'est un petit peu de ça notamment dont on a aussi envie de vous parler cet après-midi. Donc voilà pour la genèse de l'atelier. Donc derrière cet atelier, on a des participants invités qui ont été des gens qui ont réutilisé cet outil ou qui ont été intéressés par cet outil, dont la liste est à gauche et qui vont pour la plupart interagir avec vous. Je vous propose également un pad participatif si vous avez envie de prendre des notes pendant cet atelier, que je colle, si je ne me trompe pas, dans la discussion. Je l'ai déjà mis une première fois. Évidemment, en discussion, ça disparaît à chaque coup. Donc ça permet pour les gens qui aiment bien prendre des notes en, en équipe, en groupe, de venir se connecter sur un pad. Ça, c'est pour travailler cet après-midi. Et si vous avez envie de travailler sur ces sujets-là plus tard, on a commencé à faire, l'équipe qui est à gauche a commencé à mettre un site GitHub qui permet de partager les ressources et tout ce qui a déjà été produit, donc qui s'appelle padlab.github.io, qui est aussi le nom qui est réutilisé pour le site de l'atelier d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec l'un d'entre nous pour venir travailler avec nous. Alors, puisque je vous parle d'un outil participatif de conception de tableau de bord d'apprentissage, si ça veut bien changer. Voilà, c'est bon. Donc voilà, pour l'après-midi, avant de démarrer sur l'outil, on a prévu ce déroulé, donc 4 présentations plus mon introduction, donc qui doivent nous emmener vers 15h15. Mathieu fait le gardien du temps, donc a priori on doit tenir les 15h15, ce qui nous permettra d'avoir une pause, et puis dans un deuxième temps, de pouvoir participer pour
tous les gens qui seront présents, je ne sais pas combien on est en ce moment, mais ça doit monter doucement, à 2 formes d'ateliers différentes. Nous avons pensé qu'il serait intéressant de voir ça de 2 manières, surtout qu'on a eu peur qu'il y ait beaucoup de monde. Et donc, il y a 2 propositions qui sont faites. La première qui est d'utiliser l'outil de conception participative revisité dans le contexte numérique grâce au travail de Katia Kelenek. Donc ça, ce sera une option. Et puis une deuxième option qui est de retravailler justement cet outil et de voir un peu comment retravailler autour de cet outil de conception participative, autour, on verra ça, de la capitalisation, notamment des tableaux de bord d'apprentissage. À 17h, on se retrouve, on fait une conclusion. Si vous êtes encore là, si vous avez à partir, vous aurez les conclusions qui vous seront transmises par mail par la suite. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop long, Mathieu. Ça doit encore aller. C'est bien, j'ai que toi dans la petite visu, donc je suis tranquille. Si je te vois arrêter de sourire, je m'inquiéterai. Bien, donc la genèse, elle vient de sa première outil, de ce kit de capture de besoins qui a été fait donc, en 2018. Que je vais vous présenter rapidement parce que ça me semble être assez unificateur pour la suite. Et puis voilà. Et donc, cet outil-là a été conçu autour d'à la fois de grandes feuilles pour pouvoir écrire les différents éléments qui définissent ce kit, et puis de cartes d'inspiration et de cartes technologiques qu'on va rapidement regarder par la suite. Donc, j'ai simplement repris les diaporamas qu'avait présenté Inès à IHM 2018. Donc, voilà. Donc, on est dans le contexte des Learning Analytics. Quand les Learning Analytics, pour beaucoup de chercheurs, c'est partir des usages, collecter de la donnée, construire, faire de la de l'analyse de ces données et construire des indicateurs qui vont donner un certain nombre de types d'informations. Le travail qui a été abordé dans le cadre de Hubble, c'était en fait comment organiser, comment présenter ces différents indicateurs pour que ça fasse sens par rapport aux besoins des utilisateurs. Alors, ce qu'on a rapidement vu, c'est qu'en fait, la vraie question, c'était d'aller revoir les utilisateurs et leur dire, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire avec ces indicateurs, comment vous voulez travailler avec et quel type d'action vous voulez réaliser. Et donc, c'est la présentation, le tableau de bord d'apprentissage devenait un élément principal, important dans le cadre de ce projet-là. Donc, le travail de Inès a consisté à la fois à mieux comprendre ce que c'était qu'un tableau de bord, à décrire un tableau de bord, à être capable de générer un tableau de bord et donc de capturer les besoins de ce tableau de bord. Donc en fait, l'objectif, c'est un petit peu c'est de faire le lien entre la description, la génération, et de pouvoir construire la description en recueillant un maximum d'informations et un maximum de besoins, un maximum de types d'affichage auprès des utilisateurs potentiels et d'organiser ces tableaux de bord. Donc voilà, on a un triptyque description, génération, organisation qui était le modèle qui guidait la thèse de Inès. Et donc, par rapport à cette capture de besoin, en fait, ça a été un travail qui a été mené tout au long de la thèse, qui a commencé par des simples recueils de descriptions textuelles, de cas d'usage, d'interviews semi-structurées. Puis petit à petit, on est allé vers des choses de plus en plus structurées pour arriver à cet outil qui a été construit en 2018, qui a été inspiré d'un travail de Halifax et Hall qu'on avait vu passer, qui était autour de la conception de jeux sérieux. Et on a repris un petit peu l'idée pour la conception des tableaux de bord d'apprentissage. Et donc pour ça, on s'est organisé autour de la notion d'espace de conception de show, et on a construit quelque chose qui n'existait pas a priori en Learning Analytics. Alors la conception 6463, l'espace de conception, donc c'est de définir les différentes dimensions qui vont aider à la conception de l'outil, pour faire rapide. Et donc, on a identifié un certain nombre de dimensions clés qu'on a traduit sous forme graphique variable suivant les objets. Donc, on a considéré que la dimension clé était la question de la décision qui était à prendre au tableau de bord. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce tableau de bord? Donc, on a proposé six décisions, des cartes décisions, et qui était quelque part le point d'accord entre les différentes personnes qui participaient à l'atelier en disant voilà, c'est bien sur ça qu'on veut travailler. Et donc c'est ça qui est quelque part le contrat que passent les utilisateurs entre eux. Donc ça, c'était instancié sous la forme de carte d'inspiration. Derrière ça, on avait des besoins de
caractérisation du tableau de bord, dans quel contexte on marche, pour qui est fait qui est visé par ce tableau de bord, quel horizon, est-ce que c'est du court ou du long terme, quels sont les outils sur lesquels sont basés ce tableau de bord, etc. Donc tous ces éléments-là, on les a instanciés sous forme de tableau, voilà, de plateau, pardon. Et donc les utilisateurs peuvent être amenés à remplir, à modifier ça au fur et à mesure, et à faire des liens entre les différents éléments, parce que c'est un peu ça qui nous intéressait. Une fois qu'on est à peu près d'accord sur quels sont les attendus des tableaux de bord, le troisième élément devient la question de quels sont les indicateurs, quelles sont les données, quels sont les indicateurs et quels sont les affichages qui vont pouvoir répondre à ce tableau de bord, qui vont devoir être présents sur ce tableau de bord, pardon. Et donc, dans ces éléments-là, on a mis un ensemble de cartes avec les différents types de représentations graphiques pour pouvoir montrer un certain nombre de représentations graphiques. Évidemment, c'est extensible. Et puis de regrouper les données qui paraissent utiles pour les utilisateurs. Donc, plusieurs données pour un affichage, une donnée pour plusieurs affichages, etc. Tant que c'est sous forme de carte, c'est assez facile à jouer ça. Donc, on verra comment Katia a traduit ça après pour le numérique. Et quatrième point, une fois qu'on sait ce qu'on veut afficher, comment on veut l'afficher, la question se pose effectivement de quelle est l'organisation de ces affichages et comment on veut interagir avec ces différentes données. Et donc, dernier élément, donc des wireframes pour parler français. J'ai oublié de chercher la traduction en français, zut, pour organiser les visualisations souhaitées et puis proposer effectivement des tableaux de bord, des premières propositions de visualisation de tableaux de bord qui peuvent être retravaillées ensuite pour qu'au moment où on passera à la génération effective de ces tableaux de bord. Voilà pour cet outil-là. Donc, ça nous a permis de le tester auprès de premiers ateliers utilisateurs. Donc, on a effectivement eu des bons retours, que je ne vais pas détailler ici parce que ce n'est pas forcément l'objet. Mais bon, en gros, on s'est aperçu que ça marchait pas mal et c'est ce que nous ont confirmé nos collègues par la suite. Je vais très vite parce qu'on a plein d'autres choses à regarder. Donc, les conclusions de l'IHM 2018, c'était qu'effectivement, on a proposé un outil qui permettait une collecte des besoins. Ça s'est confirmé. Comme perspective, la constitution d'une bibliothèque de tableaux de bord d'apprentissage qui soit réutilisable. Donc ça, c'était quelque chose, une perspective à l'époque. Je vous propose qu'on retravaille là-dessus aujourd'hui. Et puis, on se posait la question du support d'appropriation des Learning Analytics. Donc c'était une étape vers plus. Et donc, ce que je vous propose pour tenir les 10 minutes que j'ai promises à Mathieu, c'est éventuellement de recueillir quelques questions si vous avez besoin de questions, si vous avez des questions de précision, et puis de passer à un certain nombre de cas d'usage de gens qui ont effectivement utilisé ça dans leurs différents contextes. Donc avec Katia, Olivier, Assina, et je laisserai Mathieu faire de la gestion du passage de parole. Donc je ne sais pas comment on est donc finalement 33. Je ne sais pas comment on fait le passage de témoins, si les gens veulent prendre le micro ou passer par la discussion. Mathieu, gère. On va essayer, on va prendre 3 questions maximum déjà, parce que Ouais. sinon on n'y arrivera pas. Et puis, écoutez, je propose qu'on se manifeste, on n'est pas trop nombreux. Je vais essayer de prendre le... Ok. Proto-fil de fer pour Wireframe, nous dit Franck. Un spécialiste des IHM, donc je pense que c'est correct. Riali. Andrea. Oui, oui, Commencez-y. merci pour cette introduction. J'avais une question concernant le schéma le premier schéma qui était apparu sur les Learning Analytics. Ouais. Il y avait écrit que les données qui étaient collectées pouvaient être utilisées à 3 fins. C'était des nouvelles connaissances, des feedbacks, et il y avait autre information, il me semble. Oui. Et qu'est-ce que ça peut être, par exemple, ces autres informations? Ça peut être un certain nombre d'informations qui sont utilisées pour plus tard, pour améliorer le cours, pour pouvoir retravailler le cours, pour pouvoir avoir des états de connaissances sur un ensemble de classes ou d'écoles. Enfin, on a plein d'autres exploitations qui peuvent se faire au-delà du feedback direct vers l'utilisateur ou vers le prof ou vers l'élève. Ok, oui, c'est un peu, oui, c'est un autre type de feedback un peu plus Ouais, sur le long terme, quoi. voilà, quelque part dans les stakeholders dans Learning Analytics, on a l'enseignant, l'apprenant, mais aussi tous les niveaux que tu peux imaginer entre le responsable de formation, le responsable d'établissement ou le D'accord. ministre de l'Éducation nationale, pourquoi pas. Ok, d'accord. Merci. Une autre question? C'est pas mal là, avec petite demande de parole dans le...
directement. Tu découvres Zoom? Ouais. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je propose qu'on avance, comme ça on rattrape le temps qu'on n'a pas encore perdu. Ce qui est, ma foi, Ok, très, très intéressant. je rends l'écran et je le donne à Katia, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, Katia, bah, je te propose que tu te présentes, qui vient nous parler de co-conception de tableaux de bord d'apprentissage avec les étudiants. Oui, c'est ça. Donc moi, je suis Katia Kelenek, doctorante au sein de Sorbonne Université et Université de Lille. Et donc, ma thèse s'intéresse au tableau de bord adaptatif pour les étudiants. Donc, quand j'ai trouvé l'outil développé par Jean-Marie et ses collègues, je me suis dit, bah, c'est exactement ce qu'il me faut pour recueillir les besoins. Donc, on a d'abord testé cet outil avec des enseignants et puis on s'est rendu compte qu'il était plutôt orienté enseignement secondaire, notamment sur le vocabulaire. Et puis, en le testant, on a fait quelques premières petites adaptations pour se l'approprier et l'utiliser. Donc, par rapport à ce qu'a présenté juste avant Jean-Marie, donc on retrouve en fait exactement les mêmes cartes avec les cartes objectifs, le contexte et après les visualisations et les données. Par contre, nous, on a tout mis en carte par confort pour se déplacer, pour utiliser en séance. Alors, peut-être qu'on avait plus d'utilisateurs. Après, ça serait intéressant peut-être d'en discuter après. Et puis, on a mis les cartes en format magnétique pour pouvoir les poser sur des tableaux blancs. Et puis, on les a plastifiées pour pouvoir écrire dessus. Et puis, on a donné un nom parce qu'à chaque fois, on disait la méthode de co-conception participative. Ça fait un peu long pour échanger, donc c'est plus simple quand il y a un petit nom. Donc, on l'a appelé Paddle, donc ça, c'était avec Mathieu, pour Participative Design of Dashboard for Learning in Education. Et donc, notre déclinaison, elle, voilà, est plus adaptée à enseignement supérieur. Et puis aussi, dans nos tests, pour la cible étudiante, quelquefois, il n'y avait que des mots-clés. Et c'est un petit peu compliqué pour eux pour s'approprier. Donc, on a un peu plus guidé avec des questions. Alors, des questions qui sont quand même interprétables de plusieurs façons et volontairement pour qu'ils puissent un peu aller sur le chemin qu'ils souhaitent prendre, mais pour un peu plus guider les participants. Donc après, concrètement, on a fait donc en 2019 une des premières séances en présentiel. Donc déjà, on s'est demandé est-ce que notre adaptation est réussie. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a un article sur RJC IH 2020. Donc on a pu le tester avec 8 étudiants. Alors, vous allez me dire, mais c'est très peu, 8 étudiants. Je suis complètement d'accord. Ça a été très compliqué pour recruter les étudiants qui avaient peu de temps dans leur emploi du temps ou qui n'étaient pas disponibles en même temps. Et ceux avec qui on a testé, donc on a eu des premières années, on a eu 4 premières années et 3 en 5e année de pharmacie, donc c'est l'équivalent à 2, mais pas complètement. En tout cas, les séances se sont très très bien déroulées, ils ont tous pu concevoir des tableaux de bord, et puis sur l'évaluation, donc on a conservé le même questionnaire que l'outil initial, et donc l'évaluation était très positive de la part des étudiants. Donc ensuite, on avait prévu en fait des sessions en présentiel avec d'autres étudiants, mais je crois que l'année dernière, on a tous été confrontés à la même chose. Il n'était plus possible de se donner des cartes de main en main, d'écrire tous ensemble au-dessus. Donc la solution a été de passer sur une version en ligne, mais en conservant les mêmes phases, les mêmes cartes. Alors c'est pas des cartes virtuelles, mais exactement le même protocole. Et puis à travers un outil en ligne. Donc sur la première session, on a utilisé un outil de webconférence qui était utilisé par les étudiants qui ont bien voulu se prêter au jeu. Donc là, on a travaillé avec l'IUT MMI, multimédia, métier d'Internet de Chambéry. Et donc, voilà, on s'est posé la question sur cette transposition numérique, est-ce qu'on avait les mêmes résultats? Donc ça, c'est quelque chose que je vais présenter mercredi, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Concrètement, donc on a pu l'expérimenter en fait avec 58 étudiants, donc une promotion plus importante, parce que là, c'était dans leur emploi du temps. Alors forcément, ils étaient beaucoup plus disponibles, qui ont été répartis sur 18 groupes, et en tout sur 4 sessions. Donc les 2 premières sessions, on avait mis un animateur par groupe pour vraiment vérifier que tout se passait bien et que la conception du tableau de bord suivait correctement son chemin. Et puis sur les 2 dernières sessions, en fait, on avait un animateur pour tous les groupes. Et comme la méthode guide pas mal les participants, en fait, il n'y a eu aucun souci. Tous les groupes ont réussi à concevoir des tableaux de bord et dans l'évaluation, étaient assez satisfaits de la méthode.
Alors après, moi, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à la question est-ce qu'il y a des besoins différents dans le temps. Donc, j'avais besoin de faire des recueils de besoins à différents moments. Et donc là, on a testé avec d'autres populations. Donc, en tout, on a eu 327 étudiants cette année, répartis. On a eu des L1 et puis aussi des M2. Donc là, on a travaillé avec la population des étudiants en pharmacie, donc qui ont été répartis en tout sur 88 groupes et en tout sur 11 séances, avec des séances en septembre, début de semestre, et fin décembre. Donc là encore, ça a repris à peu près le même protocole que ce qu'on avait fait avant, et donc on n'a eu aucun souci pour suivre tous les groupes, et les évaluations sont encore ici très positives. Alors, sur nos premiers résultats de ce qu'on a obtenu au niveau des étudiants, donc là, je suis intéressée de voir s'il y a d'autres expérimentations qui ont été faites avec des étudiants. Il y a quelque chose qui ressort régulièrement, c'est l'importance de la maîtrise de ces données. C'est bizarre, les étudiants n'ont pas l'air d'être au courant qu'avec les outils qu'ils utilisent, leurs enseignants ont plein d'informations en plus que leurs notes. Et donc, ça revient assez souvent qu'ils ont envie de savoir qu'est-ce que l'enseignant peut voir sur leurs données. Et comme à travers ce questionnement sur le tableau de bord, on aborde cette question-là, eh bien, ils réalisent, ah oui, il y a plein de données à moi qui sont partagées avec mes enseignants. Est-ce que je veux les partager ou est-ce que je ne veux pas les partager? Il y a la même question aussi sur est-ce que je veux avoir les informations de la promo? Est-ce qu'on partage toutes ces données-là? Donc, qui a été aussi identifié par les travaux de Sun et ses collègues. Ensuite, sur les premières, je parle d'impression parce que pour l'instant, on n'a pas traité toutes les données. On a identifié des attentes différentes selon les années d'études et ou cursus. Je m'explique. En début de cursus d'études longues, on est plutôt sur des attentes d'achèvement. C'est-à-dire, est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire? Beaucoup nous ont cité Pronote, je ne sais pas si vous connaissez dans l'éducation nationale, où ils ont des petites coches à cocher pour dire ça, je l'ai fait, ça reste à faire, etc. Donc, on est encore beaucoup sur l'achèvement. Ce type d'objectif. Et par contre, sur des fins de cursus d'études longues ou début de cursus d'études courtes, on est plus sur la compétence. Quelles sont les compétences que j'ai acquises? Qu'est-ce qu'il me reste à acquérir? Donc, on joue en fait sur des tableaux de bord un petit peu similaires alors qu'on est sur des niveaux différents. Donc, c'est là où on peut voir qu'effectivement, il est intéressant d'aller faire ce recueil de besoins sur des profils différents pour aller identifier peut-être des attentes et des besoins différents. On a eu des premières demandes d'adaptation dans l'espace, c'est-à-dire qu'on a fait un recueil de besoins dans un contexte de jeu sérieux, où là, certains indicateurs doivent être dans le tableau de bord, mais d'autres indicateurs doivent être affichés directement dans le jeu sérieux. Et puis, alors là, plus par rapport à ma thèse, on n'a pas eu de demande explicite d'adaptation dans le temps, mais donc c'est une piste qu'on va continuer d'explorer, pas uniquement sur le recueil de besoins. Ensuite, si on fait un focus sur les données et les visualisations qui ont été retenues, on peut, d'après nous, ce qu'on a retenu, en fait, il y a eu un nombre de visualisations différentes très réduit. Il y en a une dizaine qui sont intéressantes, mais après, les autres n'ont jamais été retenues. Donc, ça serait intéressant justement de mutualiser, capitaliser. Je crois que c'est la suite de l'atelier pour pouvoir échanger entre tous. Et puis, au niveau des données, elles sont assez récurrentes. Pareil, on n'a pas non plus un nombre de données différentes très, très élevé. Alors après, là, c'est plus par rapport à ma thèse. Donc, nous, on s'intéresse aussi, ces sessions de collaboration et de co-conception sont très intéressantes justement pour observer le travail collaboratif. Donc, voilà, on mène des travaux en parallèle pour essayer d'identifier s'il y a un rapport entre les profils de collaboration de Belbin dans chaque groupe et puis par rapport en codant des actes de langage entre chaque groupe. Donc là, c'est une question annexe, mais si vous voulez en discuter pendant les pauses café, pendant cette rencontre virtuelle, je serais très intéressée pour savoir si vous avez d'autres expériences là-dessus. Et donc, enfin, sur les perspectives, donc voilà, ePaddle, ça facilite le recueil des besoins au niveau des traces. Après, à voir si sur les versions de cartes, il y a des choses peut-être aussi à faire. Donc, ce qui est intéressant par la suite, ça serait justement de capitaliser, mutualiser pour aller vers une modélisation des tableaux de bord selon les profils et peut-être selon les contextes d'apprentissage. On peut voir que dans le cas d'un jeu sérieux, les besoins exprimés pour certains sont différents par rapport à des étudiants qui se sont posés des questions sur l'ensemble de leur cours. Et puis, l'idée aussi, derrière, c'est de tester et de mesurer l'impact des tableaux de bord d'apprentissage adaptés sur l'apprentissage. On a des premiers travaux là-dessus. On pourra en discuter aussi si ça vous intéresse. Je vous remercie. Je suis prête à prendre des questions. Quel timing impeccable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Merci, Katia. Oui, bonjour. Oui.
Olivier Champal. Vas-y, Olivier. Donc bonjour à tout le monde. Je me posais quand même beaucoup la question, j'ai pas vu les... je débarque un petit peu, donc j'ai pas vu vraiment ensuite toutes les interventions qui vont arriver, mais pourquoi est-ce que, enfin, je m'interroge quand même beaucoup sur le fait que dans la présentation qui a été faite, les enseignants ne sont pas intervenus en fait. C'était beaucoup sur les étudiants, donc c'était peut-être effectivement la problématique principale, mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a quand même pas eu une boucle un petit peu avec les enseignants pour voir si eux-mêmes avaient des indicateurs des besoins d'indicateurs qui pouvaient correspondre à ceux des étudiants, quelle était la distance réelle et surtout qu'effectivement, je pense que les travaux traduisent quand même pas mal le fait que, comme l'a dit Katia, c'est ça, je crois. Oui. En début d'année, effectivement, ils sont plus dans l'achèvement. Je pense même que dans les licences, on peut faire déjà un distinguo entre ceux qui sont dans le besoin de compétences et ceux qui sont juste dans l'achèvement. Ça fait voir un petit peu ça fait voir déjà la différence de niveau. En tout cas, c'est ce que j'observe moi de mon côté chez moi. Mais après, ouais, est-ce qu'effectivement le besoin des étudiants en tableau de bord d'indicateur va rejoindre un petit peu les besoins eux-mêmes des enseignants? Et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il est quand même prévu d'aider les enseignants à eux-mêmes créer des tableaux de bord? Parce que les enseignants doivent être quand même au courant de ce qui se passe. Eux aussi ont besoin de tableaux de bord. Et voilà, c'est un peu ça ma question, d'essayer de savoir vraiment s'il est prévu pour les enseignants quelque chose et si à un moment donné, les enseignants sont eux aussi un peu au courant des travaux donc finaux, les besoins des étudiants. Est-ce que ça correspond un petit peu aussi à leur vision? Est-ce que ça leur donne des idées pour mettre en place des nouveaux tableaux de bord, des choses un peu comme ça? Alors, moi, je peux répondre à la question dans mon contexte. Après, je pense qu'autour de la table virtuelle, il y aura d'autres expérimentations. En fait, ma thèse s'intéresse surtout aux étudiants. Donc, c'est pour ça que on fait un focus là-dessus. Par contre, effectivement, on utilise aussi la méthode, là, c'est plus récent, au niveau de l'Université de Lille auprès des enseignants, pour aller recueillir leurs besoins et pour aussi proposer des tableaux de bord pour les enseignants, mais qui n'ont pas les mêmes problématiques, parce que généralement, ils ont une problématique de masse, d'identifier des étudiants en difficulté, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré, nous, faire des recueils de besoins par rapport aux cibles et avec des tableaux de bord différents. Mais après, je ne sais pas, les collègues, si vous avez d'autres précisions à apporter. Je vais peut-être, juste pour complément, Assina va nous présenter le contexte AT41 où ce sont des enseignants collégiens. Nous, la première fois qu'on a utilisé l'outil, c'était avec des inspecteurs académiques, donc c'était encore un autre public. Je pense que c'est intéressant, c'est important d'aller voir les différents publics. Ce que j'entendais en sous-main dans ce que disait Olivier, ça aurait été effectivement de comparer ou de voir dans quelle mesure les besoins des uns et des autres se complètent et pourraient être démultipliés par un regard croisé. C'est ça qui serait intéressant. Ok, et après je laisse la parole à Joël Persson, semble-t-il. C'est ça. Et puis on prendra Assina pour finir. Oui, bonjour tout le monde. Merci Katia pour cette présentation. Alors moi je suis très intéressé par le sujet. Je fais actuellement une thèse qui porte en partie sur la conception de tableaux de bord d'apprentissage. Et en fait, tu as mentionné un premier constat, ou plutôt des impressions des participants autour de l'importance de la maîtrise des données. Et je me demandais s'il n'y avait pas des prérequis pour comprendre finalement les enjeux qui sont liés aux données, et notamment chez les plus jeunes. Alors, oui, les enjeux éthiques, tu veux dire? Oui, alors, je ne sais pas, le terme éthique est un peu un fourre-tout, il me semble, pour tout ce qui a trait à la protection des données individuelles, mais c'est au-delà les enjeux que ça peut représenter en termes, par exemple, de surveillance, de suivi, de profilage, ces questions-là.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est des questions qui sont abordées, nous, avec le PIX, auprès des étudiants. Et puis là, de toute façon, quand on fait ces sessions-là, on leur demande déjà, on leur dit que c'est dans un cadre d'une activité de recherche, qu'on souhaite recueillir les traces de la session. Donc, on aborde aussi un petit peu cette question en disant est-ce qu'ils sont d'accord de partager. Après, dans le cas des données d'apprentissage, on les partage avec les enseignants. Ça peut paraître évident qu'on en partage certaines, mais peut-être que de plus expliciter, ça serait intéressant. Nous, on s'est posé la question de prérequis plutôt sur les connaissances des types d'indicateurs, des visualisations qui sont adaptées selon les types d'indicateurs, où là, on s'est demandé s'il y avait des prérequis pour pouvoir faire des propositions pertinentes. Donc, c'est un axe d'amélioration sur lequel on travaille. Mais on ne s'est pas posé la question, effectivement, sur ces questions de partage, de peut-être informer et de rajouter. Ça peut être intéressant d'enrichir la méthode avec cette partie-là. Ok, merci Katia. Asina, dernière question. Oui, dernière question. Merci Katia pour ta présentation. Alors, je ne connais pas très bien tes travaux, mais il y a juste quelque chose que j'ai peut-être raté dans la présentation, enfin, je n'ai pas cerné, l'enjeu de restituer des analyses via les tableaux de bord pour les étudiants. Quels sont les enjeux pour les étudiants? Donc, pour les étudiants, en fait, choisissent des objectifs. Ça peut être de suivi, de planification, les mêmes objectifs. Et donc, eux, pour s'organiser, alors si je prends dans le cadre du jeu sérieux, ce qui est remonté, c'est s'organiser dans leur travail, parce que c'est un jeu qui dure sur tout le semestre, à quelles échéances travailler. Après, sur le semestre, de comment orienter leur révision. Ce sont des objectifs comme ça, par rapport les mêmes objectifs qu'il y a sur la méthode initiale. D'accord, donc c'est lié à une activité d'apprentissage particulier, mais ça peut être des enjeux très différents, très hétérogènes. C'est pas les mettre dans une posture particulière, parce que c'est vrai que souvent on pense, quand on pense au tableau de bord, c'est de mettre peut-être dans une posture un peu réflexive l'utilisateur à qui on restitue les données. Mais là, oui, effectivement, certains ont fait ces demandes-là, par exemple d'avoir une évaluation de où est-ce qu'ils en sont sur certaines compétences par rapport aux autres. Je crois que Mathieu me fait un signe. Par contre, dans le chat, il y a eu une remarque qui était intéressante sur laquelle on n'a pas échangé. Je ne sais pas si on a le temps de Franck Poirier. Ouais, je pense qu'on échangera sur… garde-la. D'accord. Je pense qu'on aura un petit temps d'échange à la fin, donc on aura l'occasion de discuter un petit peu de tout ça. Il y a Jean-Marie qui nous a mis un petit sondage. Tout le monde répond. Donc, en fait, il y a deux options pendant l'atelier. Si j'ai le micro, ouais, c'est bon. Donc, de jouer avec l'outil qu'a conçu Katia, qui est donc une variante numérique, soit plutôt de travailler en groupe autour des extensions possibles, des perspectives, donc plutôt sur la capitalisation et la capture des besoins de tableau de bord. Et donc, globalement, pour s'organiser et pour aller au plus vite à 15h30, j'aimerais recueillir vos choix. Et j'en profite que maintenant que vous connaissez Katia, vous ayez encore plus envie d'aller travailler avec elle pendant la phase suivante. Puis pendant ce temps-là, je pense que c'est Asina qui va… Non, c'est Olivier, pardon. Olivier de prendre la parole et la main sur le Zoom. Donc Olivier, je te laisse la parole et dès que tu es prêt, on va couper ce truc-là. Ouais. Pour l'instant, on a une vingtaine de réponses pour 33 personnes participantes. Donc ce serait bien que vous fassiez votre choix et comme je vais être obligé de le refermer. Si ce n'est pas clair, je peux redire. Donc le choix 1, c'est utilisation de l'outil et le choix 2, c'est amélioration de l'outil. Tu peux arrêter là, c'est parfait, 12-12. Ouais, mais 12-12 sur 33… On n'a pas voté. Non, pas voté. Alors, on a un peu besoin de savoir ça pour se préparer après sur l'organisation des différents sous-groupes pour que ce soit efficace. Donc, je me permets d'insister. J'en suis à 25. Et si ça ne vient pas, je vais mettre mon truc de côté. On dirait que je fais l'appel à distance ou Discord. Non, je suis désolé, c'est pas un appel à distance, Olivier. Mais bon, 26. Donc, il y en a 7 qui comptent partir à la pause. Ok, ça marche. Il y a nous aussi, Jean-Marie. Ah, il y a nous. Ah, 26 et 6,32. Donc, je vais mettre ça à mon sondage. Je vais laisser la parole à Olivier qui piaffe derrière. À toi, Olivier. Je ne piaffe pas encore. C'est bon. Donc, bonjour. Donc, Olivier Aubert. Moi, je suis consultant indépendant en fermé.
le résultat du sondage en avant-première. Mais quand même, je me permets. De manière Et après, verticale, là, je ferme ça. Hop, voilà, ça va être fermé là, si tout va bien. Donc, moi, je suis consultant indépendant et je vais vous présenter ce que j'ai fait dans le cadre d'un contrat, enfin, quand j'étais en postdoc à l'Université de Nantes, autour de retour d'expérience sur l'utilisation du kit de conception participative de tableau de bord d'apprentissage. Avec Laurent Nessensas, c'est dans le cadre d'une formation, et je m'aperçois que j'ai oublié un mot-clé important dans ce titre-là, c'était dans le cadre d'une sensibilisation. Donc, je vais expliquer un peu derrière. Le contexte de cet atelier, c'était donc en 2019, dans le cadre des formations du CDP, qui est un service intercomposante à l'université, le Centre de développement pédagogique, qui vise à proposer plein de pratiques et de réflexions autour de la pédagogie. Et donc, ils ont eu besoin, moi j'avais une expertise en Learning Analytics, et ils ont exprimé un besoin de former des enseignants et de les sensibiliser au Learning Analytics. Enfin, des enseignants ou du personnel universitaire plus largement au Learning Analytics, parce que c'est quelque chose qui n'est pas si connu que ça. Donc, l'objectif de la formation, c'était de présenter un panorama des Learning Analytics, présenter assez large en descendant dans le détail et de leurs enjeux aux différents niveaux, et offrir des pistes de réflexion sur des utilisations possibles pour toute catégorie de personnel, que ce soit enseignants-chercheurs. Donc, tout à l'heure, on a parlé un peu des catégories des stakeholders. Et voilà, effectivement, il y a enseignants-étudiants, mais il ne faut pas aussi oublier tout le reste de la chaîne. Donc, les BIAT, donc les personnes qui se chargent de l'administration, de la collecte, de la maintenance, les personnels administratifs qui recollectent des informations, qui les synthétisent, etc. Ils font aussi partie du public qui est concerné. Est-ce qu'ils se sentent concernés? Ça, c'est autre chose. Et donc, le contenu pédagogique de la formation, c'était le Learning Analytics. Qu'est-ce que c'est? On faisait un panorama global des utilisations existantes. Et à la fin, il y avait un atelier de co-création de dashboard par un atelier de design participatif. Alors, pour cet atelier, on a envisagé, donc je le dis juste dans le slide suivant, mais donc c'est comme je mettais dans le slide initial, ça a été fait avec Laurent Nessensas de l'école de design, parce que cette approche est, à notre sens, nécessaire dans ce domaine-là. Donc, confronter à la fois une expertise technique et de Learning Analytics et aussi une approche design, et là, c'est d'autant plus important. Et donc, on a envisagé différents outils pour cette phase de conception participative. Donc, on a mentionné les Learning Battle Cards, qui sont un jeu de cartes pour faire du design thinking autour de la pédagogie. Ce n'est pas exactement là, ce n'était pas des Learning Analytics, mais ça donnait quand même une idée déjà intéressante et c'est autour de la pédagogie. Donc, ça donne un cadre intéressant. Il y avait aussi, on avait trouvé le LA Deck de Prieto Alvarez. Et donc, ça, c'était en 2019. Et donc, je me suis aperçu, en regardant les proceedings, qu'il y a une publication dans l'AC 2020. Donc, ça a été valorisé et continué. Ça s'approche beaucoup du troisième candidat, et qui est celui qu'on a retenu, le kit de conception participative de Jean-Marie et Sébastien, qu'on a finalement adopté pour un certain nombre de raisons, le caractère francophone natif, le degré de détail dans lequel on allait, et également le tableau de bord, le plateau synthétique sur lequel on présentait l'ensemble des éléments qui nous semblaient aussi plus appropriés que l'outil de positionnement de LEDEC, qui est plus quelque chose en phasage. Voilà, c'est un peu, il y a un certain nombre d'enjeux dont on peut discuter. J'en profite pour mentionner d'autres outils intéressants que j'aimerais beaucoup pouvoir mobiliser sur d'autres aspects dont on a parlé lors de la présentation de Jean-Marie. Donc, le Data Ethics Canvas, donc pour aborder le détail des enjeux éthiques liés aux données qu'on identifie. Donc, ça, donc c'est un des outils que j'avais identifié et qui, je pense, qu'il serait intéressant de mobiliser. Et également un atelier, un workshop qui a été mené par Simon Buckingham en 2018 autour des eco-design critiques des Learning Analytics Dashboards. Donc là, il y a tout un pan que je n'ai pas exploré, mais je le mentionne là, des fois que ça ouvre des portes, on ne sait jamais. Donc, pour en revenir à l'atelier qu'on a organisé avec Laurent, donc c'était en temps contraint. Donc là, on savait le cahier des charges, et on a 3 heures pour la sensibilisation et l'atelier. Donc, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas respecté les temps prévus dans l'atelier initial, la méthode est très bien, elle décrit bien le déroulement. Donc, nous, on a découpé ça en 1h15 de présentation un peu générale et ensuite 1h30 d'atelier qui tirait des informations notamment de la présentation d'avant. On avait 13 participants avec des profils variés, donc des enseignants-chercheurs, des ingénieurs pédagogiques, des administrateurs systèmes, des personnes de l'administration.
Donc ça, c'était très, très précieux pour nous d'avoir ce panel, justement, en termes pédagogiques, pour que tout le monde se rende compte des enjeux et qu'il y ait cet échange qui se développe autour de ça. Il y avait très peu de personnes avec des connaissances antérieures du sujet. Il y avait des personnes déjà sensibilisées, qui avaient déjà entendu parler, il n'y en avait pas qui avaient déjà pratiqué. Donc, c'était vraiment un atelier de sensibilisation. Et à ce titre-là, voilà, le kit de conception participative a été un très bon outil. Donc, on a constitué 3 groupes équilibrés en termes de profils. Donc, on a réussi à mixer un peu l'ensemble des profils de participants. Les scénarios étaient partis. On a demandé à chacun des groupes de discuter entre eux pour voir s'il y avait un scénario qui pouvait émerger, un scénario concret apporté par chacune des personnes. Et donc, effectivement, ça a plutôt bien marché. Donc, déjà, rien que le débat autour de l'explicitation des scénarios était intéressant, alors qu'on a contraint dans le temps. Mais donc, après, les personnes se sont focalisées, chacun des groupes s'est focalisé sur un scénario. A produit, donc là, on voit un exemple de production, entre guillemets, sachant qu'on était dans le cadre d'une sensibilisation avec un temps contraint, donc on ne voulait pas faire de la prod. Hein. L'objectif, ce n'était pas d'arriver à un résultat fini, léché, c'était surtout de développer des idées et de donner un cadre et d'apporter des éléments de réflexion. Donc, les retours, on a fait un sondage et on a fait utiliser le sondage du kit. Donc, les retours ont tous été positifs. Les gens étaient contents de leur expérience. Le format interactif, donc sur la base de cet outil, était même en accéléré, donc même dans un temps contraint, est très bien pour une sensibilisation parce que ça entraîne des dialogues, des questionnements entre personnes. Et il y a aussi les questions, donc les cartes posent des questions, posent des éléments, et la trame, notamment fournie par le tableau, donne un cadre également et des éléments d'analyse qui aident à la structuration du raisonnement. Alors, du côté, ça c'était les retours utilisateurs, du côté Laurent et moi-même, donc des personnes qui ont utilisé le kit, alors c'est pas tout à fait de notre côté, des retours utilisateurs, c'était sur une demande sur la mise en œuvre concrète. Et donc ça demande un temps beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'en fait, on ouvre un pan pour les personnes qui ne connaissent pas, on ouvre tout un champ de possibles, et après ils disent, oui, mais concrètement, comment je vais faire dans mes cours pour mettre ça en œuvre? Et donc, il y a tout un champ qui rejoint plutôt l'ingénierie plutôt que la pédagogie, mais enfin, qui rejoint, on va dire, qui est plus coloré ingénierie que pédagogie, mais tout ça se mélange sur la mise en œuvre concrète. Donc ça, c'est un des premiers éléments qu'il y a eu, une première demande d'utilisateur. Et nous, on a aussi vu, donc avec cette approche design, justement, qu'a porté Laurent, ça nous a un peu manqué de pouvoir structurer l'analyse des scénarios avec une approche plus design. Donc, avoir des personnages qui permettent de développer des analyses et mettre en situation ces scénarios plus concrètement. Donc, ça nous a évoqué un certain nombre d'idées qu'on pourra peut-être mettre en œuvre si on refait cette formation. Et moi, juste pour terminer, donc j'ai redonné cette formation. Je suis en train de redonner cette formation, en fait. Ça a commencé les semaines dernières et je continue demain. Dans le cadre du projet Opening de la Fondation Polytech, donc c'est sur l'appel ANR sur l'hybridation des formations, dans lequel il y a un certain nombre d'établissements qui ont répondu. Et donc, il y a un volet Learning Analytics. Toujours pareil, autour d'un point de vue sensibilisation et la mise en œuvre. Donc, on fait de la sensibilisation du personnel dans le but de mettre en œuvre des Learning Analytics dans le projet Opening, donc développement d'apprentissage hybride. Et donc, là, pour le coup, j'avais plus de temps, un déroulement sur 3 séances de 2 heures. Donc, j'ai pu faire une séance de formation en distanciel, enfin, de formation générale sur 2 heures, un premier atelier interactif sur 2 heures et un deuxième atelier demain, qui aurait aussi sur 2 heures. Donc, pour l'instant, c'est juste un teaser. Hein. Avec, par contre, l'enjeu différent de transposer en distanciel, parce que le contexte, tout le monde le connaît, donc ça ne pouvait pas être en présentiel. Et donc, j'ai réfléchi, n'ayant pas accès à cette époque, quand j'ai conçu la chose, à ePaddle, enfin, je n'ai pas trop vu ça. Donc, moi, j'ai transposé ça un peu différemment. J'ai utilisé un document partagé. En gros, c'est un Google Slides pour ne pas être contraint par la forme, pour être plus libre. Mais qui permet quand même d'interagir, entre plein de personnes d'interagir, qui a permis de définir une trame d'analyse, des questionnements, etc. Donc, j'ai transposé un certain nombre d'éléments là-dedans. Et je ne vais pas en dire plus parce que ce n'est pas terminé. Donc, je m'arrête là et je peux répondre à vos questions. Merci Olivier. Alors, on va prendre 2 questions. Comme ça, on ne déviera pas trop.
N'hésitez pas à vous manifester. Ah, Christian, une question. Oui, bonjour. Merci Olivier pour l'exposé. J'ai peut-être manqué parce que ça allait vite. Tu as parlé des groupes équilibrés en profil. Ça veut dire qu'ils étaient ensemble, les ingénieurs pédagogiques ensemble, ou au contraire, ils étaient mélangés? Oui, non, justement, pour moi, équilibrer, ça veut dire mélanger, que ces différents profils puissent tirer aient conscience du regard d'autres acteurs. Parce que c'est un des enjeux des tableaux de bord de Learning Analytics pour poursuivre la réflexion qu'il y a eu avant d'Olivier Champal, par exemple, sur où sont les enseignants là-dedans. Ouais, ce n'est pas que les enseignants, où sont chacun des acteurs. Nous, un manque qu'on avait et qu'on a identifié avec Laurent, c'est qu'on n'avait pas d'étudiants. Il se trouve que là, c'est une formation du CDP. Et donc, nous, c'est dommage qu'on n'ait pas eu d'étudiants. Donc, ça demande un cadre, ça demande de poser des choses. C'est plus compliqué à organiser, mais c'est nécessaire pour poursuivre. Et juste pour compléter, du coup, les personas pourraient parfaitement aussi remplir ce vide, en fait. C'est-à-dire avoir un proto, une figure, un persona, un prototype qui permettrait de remplir ce vide, de jouer le rôle de l'enseignant, etc. On était plus aussi sur cette partie-là. D'accord. Oui, c'était juste une précision parce que d'autre côté, ce serait peut-être aussi intéressant de faire des groupes homogènes et après, dans une deuxième phase, justement, quand les gens homogènes, donc des groupes homogènes, on aurait peut-être mis en avant des besoins, des attentes spécifiques, de les confronter après. Ça va peut-être être un autre scénario intéressant. Il est clair, il faut les croiser à un moment, mais peut-être d'abord justement de faire émerger quelque chose de plus homogène parce que c'est plus facile à discuter en groupe homogène et puis de voir justement le décalage qu'il peut y avoir dans une deuxième phase. Mais voilà, merci. Merci à tous. Une dernière question, Nadine? Oui, bonjour. Donc, merci pour votre exposé. La question que j'aurais envie de vous poser, c'est que finalement, ces méthodes de conception participative, elles existent depuis quand même longtemps. En fait, les focus group, ça date des années 50. Et la question que j'aurais à vous poser, c'est finalement quelle est la spécificité justement en fait, de ces focus group dans les learning analytics? Est-ce que vous en avez trouvé ou pas? Ou est-ce que c'est juste une question finalement de scénarisation de l'activité pendant les focus group qui est spécifique? Alors, je vais pouvoir laisser Jean-Marie répondre d'ailleurs plus largement parce que c'est l'objet, il me semble, du workshop. Mais pour moi, une des spécificités ici, c'est d'avoir un outil dédié au Learning Analytics. Et ce n'est pas si simple d'avoir un outil et de développer un outil dédié et donc permettre de mettre plusieurs personnes, d'avoir un certain nombre d'itérations pour concevoir un outil approprié. C'est plus focalisé sur l'outil que sur la méthode. La méthode, effectivement, la conception participative, les focus group, etc., ça existe depuis longtemps. Mais maintenant, quand on l'instancie dans le cadre des Learning Analytics, il y a des particularités, rien que le domaine avec son vocabulaire, les entités, les concepts qui sont manipulés, ces choses-là. Et donc, rien que concevoir un outil, soit on le refait from scratch à chaque fois, soit on mobilise des choses existantes. Et c'est ça qui me semble intéressant. D'accord. Merci. Merci. Bon, on passe à la présentation d'Assina, si je ne m'abuse. Assina, la parole. Oui, je partage mon écran. Voilà. Quand tu veux. Oui, vous voyez bien mon écran, c'est bon? Bon, très bien. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter la manière dont on a utilisé, nous, le même kit de conception qui était l'objet des deux précédentes présentations, mais pour un projet particulier qui est le projet AT41. Alors, très rapidement, le projet AT41 est un projet qui est financé par la DNE dans le cadre de la mission d'incubation de la direction du numérique pour l'éducation, Numérilab. Et donc, AT41, c'est parce qu'il s'intéresse à la question de l'appropriation des outils numériques et puis à la transformation des pratiques pédagogiques des enseignants dans le département 41, qui est le département de Loir-et-Cher. Donc, parmi les objectifs de ce projet, donc il y a plein d'objectifs, mais
je me suis centrée un petit peu sur 2 objectifs particuliers qui sont en lien avec cet atelier. C'est de concevoir et développer des tableaux de bord qui restituent les pratiques numériques des élèves aux enseignants. Donc là, il s'agit de collèges du département de Loire-et-Cher qui ont bénéficié d'un équipement numérique depuis 2015 dans le cadre du plan numérique pour l'éducation. Et donc, ce qui a intéressé, entre guillemets, l'académie et les acteurs locaux du territoire, du département 41, c'est de savoir quelles sont les pratiques numériques des élèves, comment ils utilisent l'équipement numérique qui est mis à leur disposition. En l'occurrence, il s'agit d'une tablette. L'idée aussi, c'était de travailler avec les enseignants pour essayer de collecter des besoins qui les intéresseraient en termes de restitution sur des tableaux de bord. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, du point de vue de la recherche aussi, c'est de produire des connaissances sur les pratiques numériques des jeunes, des adolescents, des collégiens et la circulation de ces pratiques. Alors, la pratique numérique, c'est ce qui matérialise un petit peu l'activité numérique, c'est-à-dire que ce qu'on restitue dans les tableaux de bord, c'est comment se déroule l'activité numérique qui est un support à l'activité d'apprentissage. Donc, la pratique numérique, c'est lorsque un ensemble d'actions instrumentées sont thématisées. Donc, on peut avoir des familles de pratiques, par exemple des pratiques de recherche d'information, des pratiques de bureautique, des pratiques audio-vidéo. Et quand elles deviennent fréquentes et habituelles, elles constituent des pratiques. Donc, les élèves deviennent d'une certaine façon des praticiens du numérique. Alors, l'idée, c'était de restituer dans les tableaux de bord des analyses de pratiques numériques juvéniles à partir de traces. Donc, on a besoin de traces numériques. Et donc, les traces sont issues d'un outil de traçage qui a été installé sur les équipements numériques des collégiens, qui sont les tablettes School, la tablette School qui est un écosystème éducatif donc développé par une entreprise, produit par une entreprise française, Unway, et qui dispose de 3 espaces, un espace élève, un espace enseignant et puis un espace pour le chef d'établissement et qui est utilisé dans les collèges français depuis la rentrée 2015. Alors, pour pouvoir travailler avec les enseignants sur la restitution en termes de tableaux de bord, ce qui les intéresse, nous avons organisé donc des ateliers. Donc, il y a plusieurs collèges dans lesquels on est censé faire ces ateliers, mais on ne l'a fait que dans un seul collège pour l'instant, parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, ça a été très compliqué. Et donc, nous avons réalisé des ateliers au collège Pierre de Ronsard, donc dans une localité pas très loin de Blois, qui s'appelle Mer. Et nous avons organisé 2 temps d'ateliers, donc c'est-à-dire que ça ne s'est pas fait en une seule séance, mais en 2 séances espacées à peu près de 4 semaines. 8 enseignants ont participé à ces ateliers qui représentent des disciplines différentes. Donc, on a des enseignants d'histoire-géographie EMC, documentation, éducation, médias, l'information, techno, mathématiques, anglais, EPS, etc., avec une ancienneté en enseignement qui peut aller de 10 à 20 ans. Et c'est des enseignants qui enseignent à tous les niveaux, ça va de 6e à la 3e, plus les classes Ulysse. Alors, nous, on a mis en place un processus de conception qui s'est organisé autour des 2 ateliers sur 2 temps différents et le kit de conception a été mis à la disposition des enseignants pour qu'ils puissent l'utiliser au moment opportun. C'est-à-dire qu'on n'a pas imposé à un moment donné l'utilisation ou on n'a pas conseillé. On leur a expliqué que ce kit existe et qu'ils pouvaient choisir eux-mêmes le moment opportun pour l'utiliser. Il y a eu 4 grandes phases lors de ces 2 ateliers. Dans la première phase, les enseignants sont passés par une phase d'inspiration. Donc, il y a l'inspiration individuelle, l'inspiration collective. Individuelle, c'est que chaque enseignant réfléchissait à ce qui pourrait l'intéresser à restituer dans les tableaux de bord. Et puis, ils se retrouvaient en groupe pour pouvoir trouver un consensus un peu sur les besoins. Et c'est là où on se rend compte que finalement, se regrouper, c'est fait de façon très naturelle, puisque à partir des besoins qu'ils ont exprimés dans la phase d'inspiration individuelle, ils se sont regroupés par pratique numérique. C'est-à-dire que, par exemple, on retrouvait l'enseignant d'histoire-géographie qui se retrouvait à peu près dans les mêmes besoins
que l'enseignante de documentation, etc. Donc, c'est vraiment des familles de catégories, de la même façon que les profs de techno se retrouvaient avec les profs de maths sur des besoins assez communs. Et donc, la deuxième phase, c'était de structurer, de trouver un consensus sur ces besoins pour pouvoir aller plus loin pour affiner un petit peu ces besoins. Et c'est à ce moment-là, au fait, qu'ils ont utilisé le kit de conception en question. C'est dans cette phase de structuration. Alors, à Tecné, on s'intéresse beaucoup, donc moi je travaille à Tecné. À Tecné, on s'intéresse beaucoup à l'analyse des processus d'appropriation, des technologies, des services numériques. Et sur la question de l'appropriation, on a une idée basique qui est celle que les outils, on les laisse aux utilisateurs et on laisse les utilisateurs s'en emparer. On laisse les enseignants, enfin, on laisse les utilisateurs s'emparer de l'outil technique ou du service numérique sans aucune prescription et voir ce qu'ils peuvent en faire. Donc, en fait, on considère vraiment les outils comme des artefacts. Donc, de la même façon, ici, le kit de conception est considéré comme un artefact. Et on laisse les utilisateurs en faire des instruments. Donc, on ne les guide pas, mais on les laisse s'approprier. Et on essaye de voir ce qui résulte de cette utilisation. Donc là, on rejoint un petit peu l'approche instrumentale de Rabardel, qui consiste à donner des artefacts et puis laisser les utilisateurs projeter leur chaîne d'utilisation pour en faire des instruments. Alors, ce qui était intéressant, c'est que globalement, il y a eu une utilisation dans une phase particulière avec un besoin de structuration. Et les cartes décisionnelles sont celles qui ont eu le plus de succès, puisque quand on voit la terminologie, au fait, c'est quelque chose qui évoque pour les enseignants des pratiques pédagogiques. Donc, ça leur parle. Quand on parle d'évaluation, quand on parle d'adaptation, c'est quelque chose qui leur parle. Donc, ils ont directement, entre guillemets, sauté un peu sur ces cartes bleues décisionnelles. Et à partir de ces cartes bleues, ils ont commencé à catégoriser leurs besoins. Ils ont catégorisé leurs besoins, mais il leur arrivait aussi de regrouper certaines cartes bleues qui étaient assez proches. On voit par exemple sur cette image, la carte adaptation et évolution ont été regroupées ensemble parce que pour eux, l'une va avec l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaie d'adapter, on fait évoluer l'objet qu'on a adapté. Donc, le kit a été utilisé comme moyen pour catégoriser les besoins à partir des cartes décisionnelles, voilà, avec des regroupements. Et puis, il y avait aussi parfois, donc ils ont aussi créé des cartes supplémentaires. Ils ont aussi créé des cartes supplémentaires qui faisaient sens pour eux. Donc, ils ont créé 2 cartes supplémentaires sur ces ateliers-là. Où ils ressentaient le besoin d'expliciter un peu plus la notion de suivi. Donc, le suivi, c'était important pour eux de spécialiser un petit peu cette notion de suivi. Et puis, nous avons relevé aussi une incompréhension de certains termes, comme le terme remédiation. Donc, les enseignants nous ont dit avec un peu d'humour, le terme remédiation, ça se voit que c'est un kit qui a été fait par des informaticiens parce que pour eux, c'est un jargon. Le terme remédiation, c'est un terme qui ne leur parlait pas. En fait. C'est quelque chose qu'ils n'aimaient pas trop ce terme. Ils comprenaient le sens, mais ils ne l'aimaient pas et donc ils l'ont adapté. Ce qu'on a aussi observé, c'est que quand on est passé à la phase de visualisation, donc ils ont décrit des besoins, donc les indicateurs, bien sûr, les besoins, ils ne peuvent pas les décrire de façon explicite, ils les décrivent dans le cadre d'une pratique pédagogique. Donc, c'est à nous d'aller extraire un petit peu ces informations importantes pour la restitution dans les tableaux de bord et pour construire des indicateurs. Et quand on est passé à la phase de restitution, quand on leur demandait comment vous souhaitez que ces informations vous soient restituées, donc d'un point de vue visuel, eh ben, nous nous sommes rendus compte qu'ils ressentaient le besoin de décrire les visualisations à la fois dans le cadre d'un scénario d'usage, mais à la fois dans un scénario d'utilisation. Alors, je fais la différence entre les deux. Le scénario d'usage, c'est vraiment parler de leur pratique, comment ils vont utiliser les tableaux de bord en classe par rapport à une séquence pédagogique, par exemple, particulière. Et scénario d'utilisation, ils ressentaient le besoin d'expliciter un cheminement de navigation dans un outil beaucoup plus global qui permette d'arriver à ces tableaux de bord. Donc, le tableau de bord, pour eux, enfin, les visualisations pour eux, n'ont de sens que s'ils s'inscrivent
dans un scénario d'usage et un scénario d'utilisation en termes de projection au niveau de l'interface. Alors, globalement, pour résumer, hein, donc j'ai donné une analyse vraiment pas très détaillée parce que ce n'était pas l'objectif de l'atelier non plus d'évaluer le kit de conception puisqu'on est allé pour récupérer des besoins. C'est qu'on a observé donc du coup au travers de ce kit des formes de contournement, de détournement, des renoncements. Ils ont renoncé à certaines cartes et puis ils en ont pris d'autres. Certaines, elles ont été contournées, d'autres, elles ont été détournées. Pour moi, personnellement, je pense que ça indique une forme d'appropriation hein, du kit de conception, ce qui caractérise, et je pense que ces contournements, détournements, renoncements sont le reflet de ce qu'est une activité de conception, c'est-à-dire à la fois une activité qui est mal définie, c'est une activité qui est distribuée cognitive, puisqu'elle s'inscrit dans une activité sociale, on va dire, puisque c'est collaboratif, coopératif. Et puis, c'est une activité qui est à la fois créative, opportuniste, puisque les acteurs, les utilisateurs évoluent dans un espace de résolution de problèmes. Il y a de la négociation, les cartes étaient utilisées parfois pour négocier, pour discuter, pour trouver un consensus sur des besoins qui sont partagés, parce que les besoins parfois étaient partagés, mais étaient exprimés différemment. Donc, moi, je vois l'utilisation de ce kit de conception dans nos ateliers, en tout cas, comme étant relevant d'un comportement de projection hein, sur le registre médiologique, par exemple, de la part des enseignants, qui finalement sont allés piocher dans ce kit de conception ce qui les intéresse. Au moment où ça les intéresse, ils l'ont détourné d'une certaine façon, ils l'ont contourné, mais ça les a quand même bien aidés à avancer sur leur activité de conception. Donc voilà globalement la première analyse que je peux faire de la manière dont ça s'est déroulé, dont ça a été utilisé. Merci Assina. Alors, on va prendre juste une question pour rester dans nos temps. Est-ce que quelqu'un a une question pour Assina? Oui, moi je veux bien. Bah, vas-y Nadine, je t'en prie. Ouais, bonjour Assina, ouais, j'ai bonjour votre exposé. Je trouve que c'est très intéressant, hein, comme l'exposé précédent, de voir justement l'usage justement de ces outils d'aide à la conception de ces tableaux de bord. Et c'est une question que j'aurais pu faire aussi à l'exposé d'avant, c'est on se rend bien compte également qu'il faut créer des indicateurs. Et les indicateurs, des fois, en fait, ils sont surtout dans la tête des chercheurs. Oui. Okay. Et en fait, les personnes dans lesquelles, sans sous-estimer en fait, le travail en fait, des enseignants, etc., mais des fois, ce qui est le plus difficile à imaginer, c'est justement les indicateurs. Donc, est-ce que vous avez pu observer des choses là-dessus? Parce que nous, on a créé des indicateurs, mais d'un point de vue très, très théorique. On est en train de les faire évaluer aujourd'hui par des systèmes d'entretien avec des enseignants. Et c'est vrai que ces indicateurs-là, ils n'auraient pas pu les imaginer très clairement, en fait, hein, sans minimiser, je ne minimise pas leurs compétences. Hein. Donc, est-ce que vous avez vu justement émerger plus des indicateurs que des outils pour la remédiation, etc. Alors, les indicateurs ne sont pas explicités en tant que tels, parce que les indicateurs, finalement, c'est quelque chose qu'on essaie de formaliser parce qu'on a besoin de cette formalisation pour le restituer. Mais je vais vous donner peut-être un exemple plus concret. Les pratiques les plus dominantes qu'on a vues dans ces ateliers, c'est les pratiques de recherche d'information. Et les enseignants ressentaient le besoin d'évaluer la stratégie de recherche d'information de leurs élèves. Ils considéraient que leurs élèves n'avaient pas des pratiques de recherche d'information assez élaborées pour être mobilisés dans le contexte d'une recherche d'information sur un thème particulier. Et ce qu'ils ont dit, ils ont été capables quand même de produire quelques éléments, quelques indicateurs en nous disant, premier élément par exemple d'évaluation, en fait, ils expliquent la manière dont ils apprennent la recherche d'informations aux élèves. Par exemple, ils expliquent à leurs élèves qu'une chose importante, c'est prendre le nom de domaine et l'extension des sites sur lesquels ils font la recherche. Par exemple, on leur dit que si vous trouvez une extension .com ou .fr, c'est quelque chose qui est plus pertinent que si vous trouviez un overblog quelque chose. Par exemple, les blogs sont des sources d'informations moins fiables. Donc, ils leur apprennent à faire des tris dans les sources d'informations à partir des extensions, par exemple. Le deuxième point, c'est qu'ils ont besoin de retrouver le cheminement de l'information, de la recherche d'information. C'est-à-dire, ils ont besoin de retracer temporellement comment l'élève a fait la recherche d'information, sur quel site il est allé, sur un temps très court. La notion de temps très court est très importante pour eux parce que pour eux, une recherche d'information efficace, c'est une recherche d'information qui se fait sur un temps court. Donc, il y a cette notion de restitution du temps qu'ils ont demandé à restituer dans les tableaux de bord sous forme d'un sablier du temps, par exemple. Le troisième indicateur qu'ils ont donné, c'est le fait
le fait de pouvoir voir sur un temps précis le nombre de sources d'informations. S'ils sont allés sur un seul site Internet, pour eux, la recherche d'informations n'est pas efficace pour la simple et bonne raison que quand on fait une recherche d'informations, il faut multiplier les sources d'informations. Donc ça, c'est des éléments, mais ils ne savent pas le dire directement de façon explicite. Ils expliquent la manière dont ils procèdent en classe. Ils explicitent des pratiques, ils explicitent comment ils expliquent à leurs élèves la manière dont il faut rechercher des informations. Et donc, ils nous disent, par exemple, si vous nous restituez les extensions des sites, la chronologie de recherche, tout ça, ça peut nous intéresser. Et c'est nous qui les transformons en indicateurs précis. Merci Hassina, merci Nadine. On va passer au dernier exposé, parce que là, on est déjà un peu en retard. Oui, c'est moi qui ai pris du retard, désolé. Il n'y a pas de souci. Hein. J'aime bien faire le cerbère, mais j'aime pas couper les gens dans leur explication quand il faut pas rigoler. Dernier exposé, celui de Majid. Majid, tu prends la parole et tu démarres quand tu veux. Voilà, vous voyez bien? Oui, très bien. Alors, bonjour tout le monde, je suis Majid Sadla, je suis postdoc à MIT Atlantique. Et ma présentation aujourd'hui, elle est beaucoup plus recherche, mais qui a pour objectif de faire évoluer le kit design participatif. Je vais vous parler de la décision et comment on compte faire évoluer notre conception de ce concept dans le cadre du projet AT41, qui, comme l'a présenté Hassina, vise à analyser les pratiques numériques des élèves au collège. On sait que les tableaux de bord ont pour objectif de permettre aux enseignants de mieux comprendre les pratiques numériques des élèves afin qu'ils puissent agir, donc prendre des décisions informées. Et les tableaux de bord ont été conçus justement dans ce sens. Donc on voit que c'est intéressant d'essayer de formaliser ce concept de décision et étudier comment mieux expliciter son processus lors de la conception de tableaux de bord d'apprentissage. Alors on a vu qu'avec les kits de conception participative, on arrive à avoir un peu le processus cognitif d'utilisation du tableau de bord qui devient plus explicite grâce au fait que les enseignants expriment leurs besoins de façon directement, objectivement. Donc, on arrive à capitaliser sur ces besoins pour mieux comprendre comment ils comptent utiliser ces tableaux de bord. Et la chose intéressante aussi avec ce kit, c'est que toute la conception est initiée par la décision à prendre, donc toute une réflexion sur cette décision. Par contre, malheureusement, la décision est considérée comme un point d'entrée et non pas un processus. Et nous croyons que la décision n'est pas instantanée, mais elle accompagne tout le processus analytique d'un utilisateur de voir un tableau de bord. Et en effet, l'espace de conception est limité, il ne permet pas de décrire les étapes nécessaires à la prise de décision, donc à tout le processus décisionnel. Et là qu'on voit qu'il y a comme une opportunité d'améliorer ce kit. Donc, notre objectif immédiat, c'est de mieux décrire la décision et le processus décisionnel et ses facteurs humains, cognitifs beaucoup plus, et d'essayer d'intégrer ce processus dans l'espace de conception. Pour les gens qui ont utilisé ce kit, ils connaissent quoi l'espace de conception, le tableau de bord sur le kit de conception participative. Bien sûr, il y a une grande difficulté, c'est celle que comment je pourrais décrire une activité qui est fondamentalement cognitive, donc qui se passe dans la tête. Et c'est ça toute la difficulté. Pour cela, comment on compte faire, comment on essaie de faire, c'est d'abord de comprendre c'est quoi le processus décisionnel. Pour cela, on va se baser sur la littérature, notamment ce que nous offrons comme connaissance des sciences cognitives et la psychologie cognitive. À partir de là, on essaie de modéliser ce processus. Nous allons essayer de l'intégrer dans notre espace de conception. Donc pour cela, il nous faudra faire correspondre ce processus cognitif, représenter cet espace cognitif via des revisualisations, via des modèles d'interaction. Donc, on se base sur la théorie cognitive théorique, qui nous apprend que la représentation, quand la représentation correspond à la tâche de la personne, il y a une adéquation cognitive qui est totale et la performance de la prise de décision s'améliore. Après ce point, nous allons essayer, bien sûr, de générer ces tableaux de bord en supportant le processus décisionnel, en capitalisant sur les tableaux de bord qu'auraient conçus les enseignants dans le cadre du projet AT41 dans une démarche de conception participative. Alors, je commence par présenter rapidement le modèle théorique sous-jacent. Donc, on sait que, d'après plusieurs auteurs, que dans des situations typiques, la capacité d'un individu à observer son environnement, à décoder tous les signaux de cet environnement et à construire une conscience de la situation est le facteur déterminant dans la décision de prendre une décision et aussi dans la qualité de la décision prise.
Je schématise cela comme suit. Donc, à partir d'une situation initiale, problématique ou pas, jusqu'à une prise de décision, il y a deux éléments importants, deux éléments de facteurs cognitifs qui entrent dans le jeu. Il y a la conscience de la personne de la situation, puis il y a la construction du sens. Alors, la conscience situationnelle ou conscience de la situation consiste à savoir ce qui se passe dans l'environnement. Elle est atteinte par un processus actif qui est celui de la construction du sens. Ainsi définit la conscience de la situation tout simplement comme étant savoir ce qui se passe dans l'environnement. Et cette connaissance est atteinte par un processus de construction du sens, comme je l'ai dit. Elle est caractérisée par plusieurs niveaux de conscience. Et c'est le processus actif de construction de sens qui me permet d'atteindre ces différents niveaux de conscience de la situation. Pour les gens qui connaissent un peu ces domaines, ils savent très bien que ça a été fait, plusieurs travaux ont tenté d'explorer ces deux concepts et leur relation à la phase de décision. Alors, pour ce qui est du situation awareness, la conscience de la situation, il y a le modèle d'Ainslie très connu qui définit ce modèle. C'est le plus utilisé. Donc, d'après ce modèle, le situation awareness opère en trois niveaux. D'abord, la perception de l'environnement et de ses éléments, puis la compréhension de la signification des éléments de l'environnement, et enfin une projection de leur état dans le futur proche. En ce qui concerne le sense-making, ou la construction du sens, donc les modèles de sense-making étudient les mécanismes actifs permettant d'atteindre ces états de conscience de situation. Le modèle de Klein, un des modèles les plus connus, le modèle DataFrame de Klein, elle introduit un processus progressif de construction de sens. Donc, sa théorie dit que, essaie d'expliquer comment la compréhension des différents éléments de l'environnement ou du monde se produit, évolue ou change. Donc, il y a deux concepts très importants dans ce modèle, c'est bien sûr data et frame. Alors, data, c'est tous les aspects de l'environnement dont une personne fait l'expérience. Donc, tous les signaux qu'une personne capte. Puis, les schémas cognitifs, c'est des représentations dans l'esprit. Donc, c'est des compréhensions à la lumière des données que l'individu capte de son environnement. C'est même une interprétation et une explication des données. Alors, notre idée, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on peut s'inspirer de ces deux modèles et les adopter, voire les adapter, pour essayer de conceptualiser le concept de décision dans les tableaux de bord d'apprentissage. Alors, je vais vous présenter rapidement l'intuition. Alors, devant une situation donnée, donc une personne a une compréhension de son environnement, ce qu'on appelle schéma cognitif, qui correspond en fait à un frame dans le DataFrame. Quand il est devant un tableau de bord d'apprentissage, qui, par rapport au modèle DataFrame, c'est des data. Les observations de l'environnement viennent de ce tableau de bord. Donc, la rencontre fera à l'individu faire un processus de sense-making, donc un certain de raisonnement, qui va lui donner une nouvelle compréhension de son environnement. Cette nouvelle compréhension peut l'amener à interagir avec ce tableau de bord, et cette interaction pourrait résulter en une nouvelle configuration de tableau de bord. Les TBN, N plus 1, c'est des configurations de tableau de bord. Donc, quand j'interagis, je peux avoir une nouvelle configuration de mon tableau de bord. Par exemple, si je veux zoomer sur une partie bien précise. Et cela peut aussi, l'utilisateur devant ce nouveau tableau de bord, il y aura un nouveau round de raisonnement, donc de sense-making, et donc probablement une nouvelle interaction et un nouveau sens. Vous voyez, donc nous avons les données qui influencent la compréhension de l'individu, et l'individu va interagir avec le tableau de bord, donc il y aura une nouvelle connaissance. Et cette suite de tableau de bord, c'est un support au processus cognitif décisionnel, et toutes ces transitions me permettent de retracer un peu l'histoire de la décision, donc depuis la première compréhension jusqu'à la prise de décision. Ce schéma représente plus globalement l'intuition, et permet de situer les différents niveaux de conscience, donc je ne vais pas rentrer en détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la théorie de DataFrame, elle introduit plusieurs fonctions me permettant, en fait, toutes les fonctions de zone de réflexion, donc de construction de sens. Nous avons au moins 6 classes, mais il y a des auteurs qui les ont répondues. Dans notre cas, notre objectif, c'est d'essayer de transformer ça en des choses palpables qui sont, en fin de compte, c'est des interactions qu'un individu aura avec le tableau de bord pour construire différentes configurations de tableau de bord, donc qui reflètent un peu sa compréhension en même instant. Et c'est sur nos efforts actuels sont autour de cette correspondance.
Je vais prendre très rapidement une illustration. Donc, pour cela, je vais regarder là, c'est un tableau de bord qui est conservé dans le projet Coreta, qui est le projet de ma thèse, que j'ai fait avec Yannick Frey et Benoît Ancet, qui je pense là présent. Alors, donc, Coreta permet de représenter des informations sur le niveau de coopération des apprenants en ligne et à destination des auteurs. Des auteurs de cours en ligne, en fait, des auteurs de cours en classroom. Il faut savoir que l'intersection entre une colonne et une ligne nous donne une information par rapport à l'indicateur qui est en ligne. Alors, ça va du blanc jusqu'au rouge. Donc, en fait, quand on s'approche du rouge, ça veut dire que l'indicateur me donne une information qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand le système A va détecter qu'il y a vraiment un problème, nous avons ce point d'exclamation. Donc déjà là, nous avons un premier niveau de conscience juste en regardant. Après, l'auteur, l'utilisateur peut interagir avec sa tableau de bord, par exemple, en cliquant sur le point d'exclamation. Il aura un nouvel écran qui lui présente plus en détail sur le problème. Donc là, on arrive schématiquement à un niveau 2 de la conscience de la situation. Après, l'individu aussi peut décider d'aller plus loin, par exemple, faire une tâche pour modifier son cours. Là, nous sommes vraiment dans le troisième niveau de la conscience de la situation. On peut aussi présenter ce tableau de bord, comme on l'a fait en fait, via une interface plus simple où nous avons les trois niveaux représentés sur une seule interface. Donc là, c'était juste pour illustrer un peu ce qu'on veut faire. Notre objectif, c'est de guider la démarche de construction de tableau de bord en s'appuyant sur l'explicitation du processus décisionnel en se basant sur la littérature. Donc, ce que nous avons proposé, c'est essayer de prendre des éléments de théorie connus, classiques, et essayer de les transposer dans les tableaux de bord d'apprentissage pour expliciter la dimension de décision. Notre objectif par la suite, c'est essayer d'améliorer les quêtes de conception participative, essayer d'implémenter ce que nous avons proposé et associer des visualisations de transformations appropriées à chaque frame. Cela nous permettra de réaliser des histoires décisionnelles qui sont potentiellement exploitables en ayant, par exemple, un entrepôt de templates de décision. Voilà, j'espère que je n'étais pas trop long. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Non, c'était parfait, mais on va prendre juste une toute petite question parce que sinon, il n'y aura pas de pause et ça, ce n'est pas possible. il faut libérer les neurones. Surtout que la semaine va être longue. Exactement. Est-ce que quelqu'un a une question ou une remarque? Ah oui. Assina. Alors, juste une petite remarque, enfin une petite suggestion. Je ne sais pas, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je ne suis pas du tout une spécialiste, mais pour moi, cette dimension un peu cognitive qui est évoquée par Majid, elle me semble importante. Moi, j'ai toujours pensé que c'est très important de tenir compte du raisonnement en conception lorsque les gens conçoivent quelque chose. Et je pense que ça vaut le coup aussi, je ne sais pas Majid si tu as regardé, mais ça vaut le coup d'aller regarder un peu ce qui se fait en termes de modèles pour capter le raisonnement en conception, ce qu'on appelle la notion de design rationnel, qui peut être très intéressante à prendre en compte. Parce que finalement, ce qu'on produit dans une activité de conception n'a de sens que par rapport au raisonnement qui est dans notre tête, qui relève des données implicites, au fait, et qui est important à expliciter, à mon sens, pour comprendre justement que ce soit pourquoi on l'a produit, quel est l'enjeu et quel est l'intérêt de l'avoir produit. Voilà, j'ai juste une remarque. Oui, c'est noté, effectivement, c'est très intéressant de voir tout ce qui se fait en dehors de l'informatique. On comprend très bien que ça reste très difficile, surtout quand on parle des choses qui se passent dans la tête. Hein. Le processus cognitif. Il y a des modèles qui existent en design rationnel qui peuvent être intéressants à reprendre, peut-être. C'est parti. Ça marche. Bon, bah écoute, Jean-Marie.